moi, je ne sais pas si... J'imagine qu'elles elles vont être là. Mais là, ils sont... Voilà. Allô? Donc, bienvenue à notre panel sur le carbone réglementé. La façon dont ça va se passer, c'est que nous avons Pierre-Olivier Pinault, encore une fois cette année, une deuxième panel aujourd'hui pour nous donner un peu l'overview, excuse-moi, du marché. Puis ensuite, on va faire un panel plus questions-réponses avec nos spécialistes que je vais présenter après la présentation de Pierre-Olivier. Je peux présenter Pierre-Olivier, mais je pense que tout le monde sait qui c'est. Moi, j'ai été une de ses étudiantes. Il y en a probablement plusieurs dans cette salle. C'était la même situation. Donc, je vous laisse soit présenter vous-même ou commencer avec le contenu. Merci. Le contenu est plus intéressant que ma présentation. Alors, je vais aller directement sur le contenu. Je vais parler des marchés du carbone réglementé, quel avenir, et donner on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je pense que c'est bien de donner un petit aperçu et une mise à jour de ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses en Californie, et c'est intéressant d'au moins le partager. Donc, mais malgré Trump, malgré certains reculs, on a quand même énormément de pays qui ont des marchés du carbone ou des taxes sur le carbone. Donc là, vous avez la plus récente carte tirée de le State of Carbon Markets de la Banque mondiale. Et on le voit, il y a comme beaucoup de pays, et dont des pays dont on n'imaginait pas qui sont des adeptes de la tarification du carbone. On peut penser à la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud. Ce sont en général pas des pays qu'on cite comme étant des modèles, mais bien que leur tarification soit très modeste, ils vont de l'avant quand même avec une tarification. Et il vaut mieux aller avec un tarif modeste qu'avec rien du tout. Donc on va de l'avant. Et aux États-Unis, c'est pas non plus le désert. Vous voyez, il y a quelques États qui sont en bleu. D'ailleurs, le choix de la couleur est peut-être dire quelque chose. C'est des États démocrates qui ont la tarification du carbone. Et là, sur le graphique, c'est des ETS pour Emission Trading System. Avec des prix qui varient beaucoup. Et ce qui est intéressant de voir, ici vous avez tous les tarifs, tous les prix du carbone, le prix à la tonne. Évidemment, c'est trop petit pour que vous puissiez voir le détail, mais ce que vous voyez, c'est qu'en haut, vous avez les pays qui ont des tarifications du carbone très élevées, jusqu'à 150 $ la tonne, voire plus dans certains cas. Et en bas, c'est là où malheureusement on a le plus d'émissions. Si vous avez la Chine, elle serait en bas là, et bon là je la trouve plus, mais on serait plutôt en bas en termes de tarification du carbone en Chine ou dans les provinces chinoises qui en ont une. En rouge, c'est les taxes, en bleu, c'est les marchés du carbone, les ETS, Emission Trading Systems. Et si vous voyez, il y a une autre information qui est importante sur ce graphique qui est intéressante, c'est plus vous avez du bleu foncé ou du rouge foncé, plus vous avez une couverture de la taxe sur le territoire du pays qui est large. Ça veut dire qu'on couvre un très grand nombre de systèmes. Et donc le Québec qui est là à peu près au niveau de prix et couverture. Là, si vous voyez le prix et couverture, le Québec à ce niveau-là, vous voyez une ligne bleu foncé élevée. C'est parce qu'il y a un très fort pourcentage des émissions québécoises, de l'ordre de 75%, qui sont assujetties au marché du carbone et qui donc sont exposées à un prix du carbone. Si vous avez un bleu très pâle, comme vous avez un peu plus haut, le prix est plus élevé, mais sur une couverture plus basse et c'est moins intéressant. Comme Lenka l'avait mentionné un peu plus tôt, 28% du carbone mondial est assujetti à un prix. 23% de ce carbone-là est assujetti à travers les systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission et 5% seulement selon une taxe du carbone, même si sur le graphique on a l'impression qu'il y a plus de rouge.
ça couvre en fin de compte une moins grande proportion des émissions mondiales. Et ça rapporte quand même beaucoup d'argent. En 2024, c'est plus de 100 milliards de dollars qui ont été générés avec les marchés du carbone. Et les 2/3 viennent des marchés du carbone, 100 milliards de dollars de tarification du carbone, 2/3 des marchés du carbone, 1/3 à travers les taxes. Et le Québec, c'est 1,4 milliard de dollars qui a été généré en 2024. On est associé à la Californie et vous voyez en bas, c'est 4,4 milliards de dollars que la Californie a généré en termes de marché du carbone. Et en fait, là, le 1,4 milliard, c'est des dollars canadiens, alors que le reste, c'est des dollars américains. Donc, c'est 1 milliard de dollars US au Québec qui est généré. Comme on le disait avec Luc Godbout un peu plus tôt, là, ça ne représente que 1% des, grosso modo, là, moins de 1% de la fiscalité québécoise, mais ce n'est pas rien non plus parce que ça peut être utilisé par ailleurs. Maintenant, si on se penche sur le marché Québec-Californie, qui est en fait, d'après moi, le meilleur marché du carbone mondial. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est celui qui a une couverture la plus large. On a environ 75 à 80% des émissions californiennes et québécoises qui sont assujetties au marché du carbone, donc pour lesquelles il faut qu'il y ait un droit d'émission. Il y a encore des secteurs exclus, l'agriculture, le secteur des matières résiduelles, l'aviation, le transport maritime sont exclus, et ça fait environ 20-25% des émissions, enfin ça fait plutôt 25 à 30% des émissions qui sont exclues, mais on a quand même un très solide 70-75% des émissions québécoises qui sont assujetties à une taxe ou à un prix du carbone, pas une taxe. Là, quand on regarde par contre nos trajectoires, donc là vous avez 3 séries de points, le Québec en bas, les émissions historiques du Québec ainsi que la trajectoire et les cibles, et vous avez après la Californie dans l'espèce de brun-rouge, et en haut vous avez ce qui compte, c'est-à-dire le cumul des émissions californiennes et québécoises, parce qu'on a un marché commun, donc ce qui compte vraiment c'est le cumul des deux, et vous avez l'historique de la réduction des émissions annuelles telles que rapportées dans les inventaires, avec la ligne en pointillé qui nous montre la trajectoire. Et l'objectif officiel des gouvernements californiens et québécois, c'est le 312 millions de tonnes que vous voyez à peu près au milieu de l'écran ou un peu plus haut. C'est en noir, c'est la bande noire, c'est l'objectif de 2030. Ça, c'est l'objectif que la Californie et le Québec se sont donnés comme cible d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Et là, vous voyez la trajectoire cumulée. Mais à moins que dans les 5 prochaines années, il y ait une rupture majeure de l'équivalent de 4 ou 5 fois la Covid, eh bien, on ne va pas atteindre notre objectif de 2030 en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire. Le grand paradoxe, c'est que probablement au niveau du marché du carbone, on va pouvoir dire on a atteint les cibles parce qu'il y a assez de droits d'émission dans le marché du carbone pour satisfaire toutes les exigences des entreprises à remettre des droits d'émission pour couvrir leurs émissions. Alors en 2030, on va être dans la situation paradoxale où on va avoir émis beaucoup plus que les émissions, que l'objectif annoncé, sans qu'il y ait de défaut de droits d'émission, parce qu'on a assez généré de droits d'émission dans le passé de différentes manières, et je n'entrerai pas dans les détails, pour que personne ne se trouve en défaut de paiement, ce qui va être un grand paradoxe climatique, mais les marchés ont été faits de telle sorte qu'on a une surallocation de droits d'émission. Il y a trop de droits d'émission, ce qui fait qu'il n'y a pas la rareté qui serait nécessaire pour nous obliger à réduire nos émissions et à atteindre notre cible. Mais techniquement, le marché du carbone californien-Québec fonctionne très bien. On a des acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs, et il y a le gouvernement qui vend, et il y a des compagnies qui génèrent des crédits compensatoires qui vendent dans le marché, et donc il y a de la liquidité, il y a des acteurs financiers, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit un marché fonctionnel. Ceci dit, les 3 conclusions, les 3 enjeux qu'on peut mentionner, c'est le premier que j'ai déjà mentionné, c'est que le marché ne permet pas d'atteindre les cibles. Tel qu'il est conçu aujourd'hui, le marché ne permet pas d'atteindre les cibles. Et ça reste quand même un enjeu pour ceux qui veulent encore que les cibles que les gouvernements donnent aient une crédibilité. Et à mon avis, c'est important que ces cibles-là aient une certaine crédibilité, mais malheureusement, le marché ne va pas aider à assurer davantage de crédibilité aux cibles gouvernementales.
Il y a un enjeu aussi qui est le marché du carbone, où les autres outils réglementaires sont redondants. On a des normes sur les véhicules zéro émission, on a des contenus minimums de biocarburants pour le gaz naturel, pour les produits pétroliers liquides. Et jusqu'à un certain point, tous ces éléments-là visent la même chose. Et on a de la redondance. Et on a aussi, et ça fait un petit peu écho à ce que Luc et moi on disait sur la redistribution des revenus du marché du carbone, il y a probablement une distribution problématique des revenus et des coûts du marché du carbone. Il y a des compagnies qui reçoivent des allocations gratuites, souvent pour des bonnes raisons, parfois peut-être pour des raisons plus discutables. L'argent n'est pas forcément toujours réinvesti de la manière la plus efficace. Donc on a des petits enjeux. Si vous voulez aller plus loin dans ces questions-là, avec un collègue de l'Université d'Ottawa, Vincent Tivierge, on a produit le rapport qui est ici, qui est sorti en mai dernier. Et donc je vous invite à aller le lire si vous le souhaitez. Ce qui est important, à mon avis, à partager avec vous, c'est que la Californie va de l'avant avec une réforme importante. Et dans le mois dernier, on a eu des nouvelles. Alors, on avait, le 15 octobre 2024, donc il y a à peu près un an, le gouvernement québécois avait envoyé un avis au marché pour dire qu'ils allaient réformer le marché du carbone québécois, et la Californie avait dit la même chose. Dans le calendrier annoncé à l'époque, en octobre 2024, ça devait aller bien plus rapidement. Ils avaient dit qu'en janvier, il y aurait, ou en début d'année 2025, il y aurait une proposition de règlement qui serait sortie et que ce règlement serait adopté au printemps, et qu'aujourd'hui, on parlerait des changements au règlement. Évidemment, Trump a été élu, Mark Carney a été élu, donc tout ça, ça a ébranlé l'ardeur des gouvernements à réformer leur système. Mais contrairement à nous, la Californie a été de l'avant avec 2 lois qui sont passées, qui ont été votées avec des super majorités, parce qu'en Californie, pour pouvoir faire office de loi, il faut être voté en super majorité. Ça veut dire que les 2 tiers du Sénat et les 2 tiers de la Chambre des représentants de la Californie ont voté en faveur de ces 2 lois, la AB 1207 et la SB 840, qui viennent, la première, la loi AB 1207, elle va étendre le marché du carbone jusqu'en 2045, donc ça assure non seulement une certitude sur l'existence de ce marché-là, mais l'objectif est vraiment la carboneutralité. Ça veut dire 0 émission au net, et donc s'il y aura encore des émissions, et là on parle d'environ 30 millions de tonnes d'émissions qui pourraient être faites et qu'il faudra compenser avec essentiellement des crédits de retrait d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'il y a une réforme importante. On ne pourra pas juste acheter des crédits compensatoires dans le secteur agricole et les appliquer. Parce que le secteur agricole, même s'ils réduisent leurs émissions, il ne faut pas que ça permette au secteur assujetti de ne pas réduire. Donc, dans la loi californienne, c'est vraiment une carboneutralité avec des retraits de CO2 de l'atmosphère, comme Deep Sky va vous en parler un peu plus tard, et comme Grégoire Baillargeon nous en parlait un peu plus tôt ce matin. Il y a un nouveau nom, Cap and Invest, et une autre réforme au niveau des crédits compensatoires, c'est que chaque crédit compensatoire utilisé une année va venir réduire le plafond de l'année suivante. Alors qu'aujourd'hui, les crédits compensatoires, ils viennent s'ajouter au plafond d'émissions. Ce qui fait qu'on a un équilibre, on a un crédit compensatoire qui est réduit en agriculture, par exemple, mais ça permet de ne pas réduire dans les secteurs assujettis. Donc, c'est des changements importants à venir en Californie. Le dernier point sur lequel je vais insister, c'est que la Californie va mettre en place une gestion plus indépendante des revenus du marché du carbone. Ils ont donc, c'est déjà plus indépendant qu'au Québec, mais ils vont raffermir cette indépendance-là dans la gestion des revenus, et ils vont accentuer aussi la portion des revenus qui est dédiée aux ménages à faible revenu. Et ça, c'est très important, parce que si vous ne voulez pas avoir des manifestations de gens à faible revenu et d'autres personnes qui veulent les encourager parce qu'ils ne veulent pas payer, donc ils vont se mettre les ménages à faible revenu devant et vont utiliser ce prétexte-là pour refuser les marchés du carbone, eh bien là,
on donne en ayant des revenus qui sont dédiés à ceux qui en ont besoin. C'est non seulement socialement, à mon avis, très intéressant, mais ça permet de se garantir un argumentaire très solide pour dire ça ne vient pas pénaliser les gens qui sont les plus vulnérables. Et aujourd'hui, au Québec, on ne peut pas dire ça parce qu'il n'y a rien dans la manière de dépenser nos revenus qui nous permet de dire que ça ne vient pas pénaliser les ménages à faible revenu. Quel avenir donc? Et parce qu'il y a de l'avenir pour les marchés du carbone en dehors de la Californie. L'État de Washington compte véritablement à un marché du carbone aujourd'hui avec des prix de 60 $ la tonne. Et donc, eux, ils ont un intérêt très important à se joindre au Québec et en Californie parce que nous, on est plus proche de 30 $ la tonne. Alors, imaginez, eux, ils sont dans un marché à 60, ils vont se joindre à nous. Ça va faire diminuer leur prix et nous, ça va nous faire un peu augmenter les prix. L'État de New York parle toujours de mettre un cap and invest. Là, maintenant, au plus tôt, ça serait pour 2027. Mais ce n'est pas un projet qui a été abandonné. Et si New York se joignait, ça serait évidemment une très bonne nouvelle pour les partisans du marché du carbone. Et pourquoi pourquoi le Québec, nous on a conservé notre marché, c'est déjà bien, mais pourquoi est-ce qu'on tarde dans la réforme? Ça, je ne me l'explique pas, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller de l'avant? Et je m'arrête là-dessus. Il faut le faire pour être mieux adapté à un climat qui est changeant. Le climat va changer. Et en ayant un marché du carbone, en dépensant de l'argent pour de l'adaptation intelligente, on va être mieux adapté et ça va en fait nous permettre d'être une société plus performante à l'avenir. Et paradoxalement, alors même que des pays ou des provinces font tomber ou régressent en termes de lutte contre les changements climatiques, cette régression-là devrait nous encourager à agir plus pour être mieux adaptés, étant donné que le climat risque d'être plus changé que ce qu'on souhaiterait. Et ça peut nous amener à être plus performants par la suite si on fait bien les choses, si on dépense bien l'argent, on peut avoir des systèmes qui nous font gagner en productivité. Merci beaucoup. C'était mon introduction et après, on laisse aux panélistes le soin de discuter un peu plus en détail. Je vais revenir pour la période de questions après. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, à ma gauche, j'ai 3 experts avec des bagages professionnels très différents. Le but de cette panel, en fait, c'est d'avoir des perspectives de l'investisseur, aussi les gens qui sont assujettis aux lois, en fait, au SPED et Cap and Invest maintenant. Donc, je vais demander que chacun de nos panélistes fait une petite 30 secondes présentation, d'où ils viennent, et ensuite on va passer aux questions. Donc, je vais commencer avec JP, s'il vous plaît. Oui, juste 30 secondes. En français? Whatever you like. 30 secondes. Yeah, whatever you like. Se présenter? Oui. Oui, c'est ça. Qui tu es? Pourquoi tu es ici? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous aujourd'hui? Alors, Jean-Philippe Brisson, je suis associé au cabinet d'avocats Latham & Watkins à New York et je représente plusieurs compagnies qui sont des émetteurs et des compagnies qui sont dans le domaine de la finance, qui participent au programme californien du droit des échanges qui est lié avec le programme québécois. Et je pratique également au niveau global où je représente des compagnies également dans d'autres marchés, incluant les marchés de l'Europe et certains marchés en Asie. Et mon expérience inclut travailler à Goldman Sachs où j'ai parti le Carbon Desk chez Goldman Sachs. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Jean-Philippe. Vincent Pouliot, directeur exécutif chez Énergir, responsable des marchés carbone et aussi des stratégies en matière d'efficacité énergétique. Énergir, c'est le plus grand distributeur gazier au Québec avec à peu près 210 000 clients dans l'ensemble des marchés résidentiels, affaires, grandes entreprises. Donc, ce que je viens apporter ici, en fait, c'est un peu l'expérience de l'utilisateur de ces marchés du carbone, ce que ça change pour une entreprise comme nous, comment on gère ça à l'interne et évidemment pour vous partager un peu notre point de vue là-dessus. And in English, from me, Luke Oliver, I work at Crane Shares and we run the largest public carbon funds in the world, and we have 3 ETFs in the US, in North America, and we have 1 in Europe, as well as some private funds in this space. So we approach this as an asset manager and an investor, and it's a really interesting market because there's so much sustainability and impact that comes from a price on carbon. But because of our client base, we're forced to look at it purely from a financials perspective, which I think is kind of interesting.
And full disclosure, I think I showed a chart this morning about the diversification properties of carbon, and that comes from their fund. So thank you for one of my favorite charts. Thanks for showing it. Yeah, so let's start in with the questions. I'm going to start. One of the most important points that I retain from Pierre-Olivier's presentation is that we have a problem with supply and demand. There's just too much supply of credits, and I think that's one of the things that California is trying to fix, obviously. But that's going to be my segue to ask you, JP. You have done a lot of work you're very familiar with the reforms. Can you just add a little bit of color, like what from your perspective in California in the last, we've waited for this reform for a long time, right? This is one of the things that we talked about last year that was a huge cloud over the market. We finally got it. Is it what you were expecting? What can be done? What could have been done better? Is this the golden ticket? Obviously, from an investment perspective, it's the longevity of the market that was a problem, right? 2030 was going to come, and we didn't know if we would have a market. Now it goes out to 2045. I think that's a very important piece for investors. Can you just give a little bit more color, JP, on what's good about this reform and what's maybe coming up short? Yeah, no, thank you very much. So, Et encore, moi je change des langues, mais faites comme vous voulez. OK, je peux commencer en français. Alors, l'année dernière, quand on est venu ici, on avait une discussion sur l'avenir du marché WCI en Californie parce qu'il y avait effectivement de l'incertitude politique concernant le fait que le programme, à ce moment-là, se terminait en 2030. Il n'était pas clair quand est-ce que le gouvernement de la Californie prendrait action pour étendre le programme. Et là, finalement, ça s'est fait comme il a été présenté. La loi 1207 a été adoptée au mois de septembre. Moi, j'ai passé 3 semaines à Sacramento sans dormir, là, qui ont mené à ça, à travailler avec des clients. Et pour répondre à la question, c'est vraiment un package qui est différent de ce à quoi on s'attendait. L'année dernière, à ce moment-ci, on pensait qu'il y avait des chances que le programme ne soit pas renouvelé. Et il y avait également énormément de pression par les groupes environnementaux sur la réduction de l'offre des permis parce qu'il y avait l'impression que les prix n'étaient pas assez élevés. Mais ce qui s'est passé aux États-Unis durant la dernière année, c'est qu'à cause, entre autres, de ce qu'on a vu par l'élection fédérale, il y a énormément de focus sur les questions de affordability. Et maintenant, il y a beaucoup d'inquiétudes au sujet de la hausse des prix. Donc, les mesures qu'on s'attendait à voir qui auraient eu impact à réduire l'offre des permis dans le programme ont été retirées. Et à la surprise de plusieurs commentaires du marché, les dispositions concernant les crédits compensatoires ont été renouvelées et augmentées à 6%. Alors ça, c'est un peu une surprise et ça reflète un peu l'état politique aux États-Unis aujourd'hui. And I'm not sure if you covered it there, and you probably referenced it, but I think in these new reforms, there's 2 things which really jump out, which is that 6% that you talked about that can be offset. I think that there was more progress there than we expected, and that 6% is actually extra, more nature-based credits than we were getting previously, but it's going to come inside under the cap, and so that's really quite powerful. It's almost like a backdoor net 3% extra tightening, so that's a very positive sign. And then just when you mentioned the extension is so powerful, there's some really cool math, which is today we're trading at about $32 a ton in California, Quebec, and the floor price, this has a floor price that goes up by CPI plus 5. Now we've got an extra 15 years beyond 2030. You can model out what 5% plus CPI is to 2045, discount that back to today, and you get a price of about $44 a ton. So that extension has almost given us an intrinsic value, a floor value. So not even the growth thesis that we all believe in, just the floor price means we're at discount to the floor price. We're obviously slight premium to today's floor price, but that's the difference between this is a financial market, and it's actually pricing incredibly cheap to those fundamentals. Excellent point. Before we go into sort of the discussion about how this incentivizes emitters to change their behavior, I do want to just go back again. Last year when we had this talk, we spent a lot of time talking about Trump.
And there was this worry that the market would not exist because he would find some way to abolish it. There was an executive order, I think, 6 months ago. JP, get off your phone and tell us if there's anything now at a federal level risk. There's a lot of talk about what Trump is doing and not doing with respect to the cap-and-trade program in California and the state programs. The truth is, the programs in Washington and in California are solely based on California law, and there is a limited ability by the federal government to preempt what state can do. There can be legal challenges, and there will be legal challenges that are expected to be filed. But again, a lot of the questions that will be raised in those legal challenges have already been, brought either by Trump or by the industry. And courts have ruled in favor of the states in preserving the cap-and-trade programs that exist and the related programs of the low-carbon fuel standard, for example. So, we expect more noise coming out of the federal government, but it is unclear to me whether any of those actions are likely to actually have an impact ultimately on the viability of the program. Donc, je vais maintenant poser à peu près la même question à Vincent, avoir la réponse plus pour nous ici au Québec. Qu'est-ce que vous voyez dans le pipeline ici au Québec en termes de réglementation? La première chose qui est importante de bien comprendre, c'est que le marché québécois du carbone représente à peu près 1/6 du marché lié avec celui de la Californie. Donc, un peu en parallèle à ce qu'on mentionnait tout à l'heure, il y a eu en 2023 une longue consultation, l'avis de marché auquel Pierre-Olivier faisait mention le 15 octobre 2024, donc bientôt, en fait plus qu'un an maintenant, précisant certaines modifications qui étaient prévues à être implantées au premier trimestre de l'année 2025. Plusieurs changements, 2 fondamentaux. Un premier étant le retrait de 17,5 millions d'unités d'émission sur des surplus accumulés depuis la mise en place du marché en 2013 jusqu'en 2020. Donc, 17,5 millions de tonnes sur la quantité, on s'entend que ce n'est pas un élément très majeur. Deuxième point étant le changement de régime au niveau des crédits compensatoires. Donc, au Québec, on a un système où on peut combler des obligations à la hauteur de 8% par des crédits compensatoires. Ce sont des crédits émanant de projets qui sont à l'extérieur des segments réglementés, donc exemple agriculture ou différents secteurs qui font partie en fait du 20 ou 25% auquel Pierre-Olivier faisait référence tout à l'heure. Donc, il y a des protocoles très bien définis qui permettent de réaliser des projets et de reconnaître des réductions dans le marché réglementé. Et les distributeurs, les joueurs qui sont assujettis au marché peuvent acheter ces crédits-là. Aujourd'hui, on peut en acheter jusqu'à la hauteur de 8%. Le plan étant de diminuer et même d'annuler d'ici 2030 l'ensemble de la capacité d'un émetteur d'utiliser ces crédits-là pour des fins de compensation et de transformer ce marché-là en une façon où les crédits compensatoires pourraient toujours être créés par les promoteurs de projets, mais achetés par le gouvernement. Donc, on s'entend que ça fait un outil de moins pour combler nos besoins. Ce que j'entends de ce qui se passe en Californie, c'est complètement le contraire. Donc, on veut réutiliser davantage les crédits compensatoires, encourager l'économie verte ou les projets là, qui sont en dehors des différents secteurs qui sont réglementés. Donc, ces deux éléments-là, pris de façon isolée, en prenant aussi pour acquis que ça représente que 1/6 de l'ensemble du marché, on ne s'attend pas à beaucoup d'effets de ces deux éléments-là, outre les contraintes là, administratives que ça puisse créer. On attend toujours de voir ce que le Québec va faire. Contrairement en Californie, ici au Québec, il n'y a pas de fin liée au marché du carbone. Donc, on n'a pas de fin en 2030. Là, c'est jusqu'à perpétuité, jusqu'à temps qu'il y ait un changement en lien avec ça. Fait qu'il n'y avait pas un besoin de renouveler le marché. Ceci étant dit, nous, on suit très attentivement ce qui se passe en Californie et probablement que les fonctionnaires du ministère de l'Environnement font à peu près la même chose pour s'assurer qu'il y a une bonne coordination entre les deux. Donc, le marché, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Californie, avec un petit peu plus de certitude, on voit que c'est remonté, mais
depuis le début de l'année 2025, on a vu les prix qui ont baissé de façon très, très importante. Et tout le monde s'est mis dans un mode attentiste, donc en mode wait and see. Ce qui a fait même que l'enchère du mois d'août s'est soldée, ou celle du mois de mai s'est soldée au prix plancher. Donc, on n'avait pas vu ça depuis plusieurs années. Donc, il y a une incertitude de marché qui n'est pas actuellement comblée par des avancées réglementaires, surtout au Québec. En Californie, on a un petit peu d'espoir. Il y a un webinaire cette semaine où il y a des ateliers de travail en Californie qui vont peut-être amener plus de clarté. Mais de toute évidence, on a l'impression que le Québec va être un peu à la remorque de ce qui va se passer en Californie, considérant notamment le poids relatif des marchés. Là, vous avez parlé du prix, qu'on était au prix plancher en mai. Ben justement, vous avez entendu la question tout à l'heure de mon collègue sur la productivité. Si on recule un peu et on réfléchit pourquoi on fait ça, c'est réduire les émissions, mais comment on fait ça? Ben c'est en allant trouvant l'efficacité énergétique. Donc, entre un prix plancher et le prix actuel à 32 US ou 40 canadiens, et l'évolution du prix. Vincent, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu comment le marché et le prix de carbone a changé les activités ou pas à Énergia et les gens, enfin vos consommateurs en fait? Non, effectivement, parce qu'en 2015, quand on a mis ça en place, c'était évidemment quelque chose qui était nouveau. Donc, comme distributeur, on devait faire face à des obligations. On s'est rapidement rendu compte que ça allait nécessiter des investissements quand même substantiels. Énergir, on émet somme toute à peu près 5,5 millions de tonnes par année. Donc, quand je dis « on », étant essentiellement les clients résidentiels, les clients affaires institutionnels, outre les grands émetteurs. Donc, évidemment, pour gérer tout ça, les transactions, soit sur le marché secondaire, sur les ventes aux enchères, on a mis en place un comité de gouvernance avec des membres de la haute direction qui étaient en mesure de prendre des décisions un peu plus détachées par rapport à une seule personne ou une petite équipe stratégique de ce côté-là. Donc, mis en place ces éléments-là. Également, de point de vue financier, ça représente, somme toute, peut-être entre 200 et 300 millions de dollars canadiens d'investissement par année dans le marché du carbone. Vous comprendrez aisément qu'avec des investissements comme ça prend des liquidités. Donc, évidemment, le trésorier devient vite votre meilleur ami dans l'entreprise chez Énergia. Donc, investissement, liquidité à prendre en considération. Évidemment, tout le côté légal. Donc, ça prend des ententes contractuelles avec des vendeurs de ces crédits-là ou des unités d'émission. Donc, tout l'aspect, je dirais, conformité légale est très important à prendre en considération. Et finalement, le dernier point à l'interne, c'est beaucoup la gestion de risque. Donc, s'assurer d'avoir, ça peut paraître assez bête, là, mais des processus très bien définis qui font en sorte que si on donne une commande d'achat ou de participation à une vente aux enchères, il faut absolument qu'elle soit réceptionnée correctement, qu'elle soit traitée correctement. Donc, on ne peut pas juste se fier sur le fait que la personne a reçu le courriel. On doit s'assurer que la transaction a été autorisée par le comité de gouvernance, qu'elle a été réalisée dans les délais, etc. Donc, il y a toute une gouvernance de gestion de risque aussi qu'il faut prendre en compte. Si je transpose ça à l'externe, évidemment, comme distributeur réglementé, on est en mesure de récupérer ces coûts-là ou ces investissements-là chez les clients. Et c'est là que devient intéressant le signal de prix. La façon dont Énergir le fait, on le récupère directement sur la facture de nos clients. Comme nous sommes réglementés, évidemment, on doit rendre compte et demander l'autorisation à la Régie de l'énergie sur l'approbation de nos stratégies d'achat long terme et court terme, de façon à ce qu'on puisse ajuster le tarif qui est sur la facture des clients. Et c'est là où plus le signal est direct entre les coûts du carbone ou les coûts des unités d'émission et le signal de prix transmis sur la facture, plus on est en mesure à ce moment-là d'aller envoyer un bon message. Et c'est là où les clients, dans le cadre de leur projet de réduction d'efficacité énergétique, de biénergie ou autres mesures, viennent internaliser le coût carbone dans l'intérieur de leur modèle financier pour avoir à ce moment-là un impact sur la période de retour sur investissement. Donc, c'est vraiment là que le lien se fait direct. Et en étant très, très transparent sur le coût carbone, c'est là où je pense qu'on envoie le meilleur signal de prix. Mais évidemment, à des prix planchers, le signal est beaucoup moins fort que ce qu'on avait auparavant à des prix en 2024, là, à hauteur de 40-41 $ US.
Thank you. And JP, I'm going to ask you a very similar question. I know that you see an awful lot of clients that are under that have to abide by the cap and invest now, or even SPED. What do you see in terms of capital allocations among your clients, or is there investment decisions that are made? How are they being concretely affected by the price of carbon today, and where it potentially could be going? Yeah, no, there's been, in California specifically, there's been a significant number of changes in the economy, especially in the energy complex, as a result of carbon pricing. Now, it's difficult to tell exactly what is driven by cap and trade versus LCFS, right, which is a similar program, the Low Carbon Fuel Standard. But if you just look at, the number of refineries operating today versus the number of refineries that were operating, at the beginning of the program in 2012, there is a reduction by about 30%. Actually, right now in California, the discussion is not about climate change as much as whether there will be enough gasoline in the state available, right, to avoid price hikes, given the fact that there have been a number of refinery shutdowns. And so much so that last week, for the first time in 30 years, a company is proposing to build a pipeline to bring crude oil from Texas into California. So let's think about this for a second, right? It is as if you were sending, natural gas or crude oil into Alberta, right? California has a lot of oil and gas resources, but the pressure on the energy complex resulting from carbon pricing policies has been so significant that the supply has adjusted faster than the demand has adjusted, partly because of a failure of the transportation sector to electrify as quickly as people expected. So in California, the market analysts thought that by 2030, there would be an electrification of the transportation system, which is far greater than what it's going to be, as a result of which now there is a greater reliance on the petroleum sector, and the petroleum sector is unable to deliver the supply. So yes, there's been a significant change in the makeup of the energy supply in California because of the cap and trade program and related policies, and we can see that in the drop of the emissions as well, which has taken place at a time when the economy has increased has continued to expand. So prices matter. On that note, I'm going to come back to Luc. So when we think about markets we can invest in, what do we need? We need, obviously, a fairly deep market. We need something that is liquid. We need price transparency or price discovery. I work at Sustainable Market Strategies. We've tried for a long time to get more people involved in carbon markets. It's quite an uphill battle. I mean, there's quite a lot of education that needs to be done. I flashed your chart today about correlations. What's left to be done? What is stopping people from investing in carbon? Investors investing in carbon as an asset class. Yeah, it's still the education. It's still relatively new. It's not a new market. The markets have been around since the early 2000s, but it's still an uphill battle for me, probably as much as you guys. Every conversation is 2/3 education and then 1/3 on the investment merits, and so but it is important. So but there aren't really any major hurdles other than letting that information settle in and allow this to kind of edge closer to mainstream. So but to kind of frame what you said, you need liquidity. This is a very robust market. The global compliance carbon, so these are not necessarily the nature-based projects, but the European compliance market, the California, Quebec market, the UK market, RGGI in the northeast of the US, state of Washington. These trade just under $1 trillion a year. So this is a huge market. And the reason it's so large and liquid is because it has a great framework. It just like any real market, you have a very transparent, modelable, regulated supply, and then the demand is backed by law. In this case, that's what drives the demand, which is the law that means that every company that pollutes in one of these specific economies must buy
these carbon allowances for every ton of emissions that they put into the atmosphere. So the fact that you have demand and supply that you can model like any other asset, so if you were talking about oil, you can have forecasts on supply, and you can have forecasts on demand, and then you model where you think prices will be depending on that imbalance of supply and demand. You can look at equities and look at future cash flows and discount those back, and you can look at carbon and see what emission, you can model how you see economies decarbonizing. You can put something in there around, we think actually we're going to see increase in energy use due to AI. You can then forecast or even just read the policy on how the market's going to tighten. And, we follow California next week or this week, should I say, has the workshop where we'll learn more. So it is like any other market. And because of that, that's why you've got nearly $1 trillion running through this market every year. So that is incredibly investable. We're seeing institutions invest in our funds. We're seeing more and more funds in this space. And we've also seen, so like Cambridge Associates is a big institutional consultant. They just wrote a paper this year on compliance carbon markets, specifically California. The CFA Research Institute have written 3 papers this year that go out to all of their charter holders, and they've told us they're actually going to write 2 more, and one of them is about portfolio allocation. So the education is reaching that tipping point, I think, and so our lives will get a lot easier, because instead of us having to educate and convince people this is a true asset, it will actually be obvious that it's an asset, and we'll have the products available. And as you said, absolutely critical that you've got this low correlation, because it's compelling. Yeah, I'd like to believe you on our jobs get easier, but then I could ask you the follow-up question about how is your nature-based credits, portfolio doing, and then we could talk about that and all of the difficulties and challenges in investing in nature. But I won't ask that question. I'll go back to maybe an easier one, which is, what is so we know that Washington is about to join in with California and Quebec. What thought? I'm asking anyone who has thoughts. What does that do for the market? Is that just another check mark to assume that this is like a fundamentally working market, or is it going to cause hiccups? Tell us what you think about Washington. En fait, il y a 2 points, je pense qu'il y a 2 angles qui est intéressant de regarder. Le premier, c'est la solidité du marché. Donc, le fait d'avoir un joueur de plus dans le marché du Québec, de la Californie et un État additionnel, ça va assurément créer une solidité de marché beaucoup plus importante. Donc, il y aura toujours, à la limite, s'il y en a un qui s'en va, il y a toujours au moins 2 autres joueurs qui vont rester. Donc, la solidité va être là. Je me souviens très bien, en 2014, lorsque le Québec s'est lié avec le marché de la Californie, j'étais dans une conférence en Californie, à Los Angeles, probablement que tu étais là aussi, et les Californiens étaient tellement contents que le Québec se joigne, même si on n'était qu'1 sixième de leur marché, parce qu'on était l'espèce d'ingrédient magique qui faisait en sorte que ils pouvaient dire qu'ils avaient un marché international, beaucoup plus, même si ça reposait essentiellement sur eux, on venait ajouter quelque chose, et c'est un peu ce que l'État de Washington pourrait ajouter aussi, c'est de la solidité dans le marché. Ceci étant dit, Pierre-Olivier l'a très bien mentionné tantôt, dernière enchère en l'État de Washington, on était autour de 65-64 US, avec des prix ici, en tout cas dans le marché Québec-Californie, actuellement dans le marché secondaire, on est autour de 31-32 $. Nécessairement, il va y avoir une forme de rééquilibrage de marché entre l'État de la Californie qui, eux, vont gagner en termes d'économie, et l'effet à la hausse va se traduire sur ce côté-là. Donc, ce qui n'est pas mauvais en soi, parce que ça va donner encore, comme je le mentionnais tantôt, un signal de prix beaucoup plus intéressant qui va faire en sorte que les projets de réduction qui sont initiés vont se rentabiliser beaucoup plus rapidement. Super. And all I was going to just add, and maybe you covered it, and I just wasn't following as well. But so I'm reading the translation here as it goes. But but it's almost like they're designed to be together, because Washington is a much tighter market, but it's otherwise designed almost the same way. And California has some surplus. So bringing them together will kind of sync them up and sync the whole market up. And so I hope they do it sooner rather than later, because Washington prices are much higher and will get much higher.
if we don't get there soon. Similar to what Vincent has described, that basically that there's a gap between the two markets, and so hopefully that will pull the whole market higher. Yep. Great. Before I open it up to questions from our audience, do any of you have anything else that we haven't covered that you would like to make a point? Yeah, well, I was about to say, I mean, the holy grail would be RGGI, right? Whether we can connect RGGI to California, and obviously there's a problem, right? The sectors covered on the RGGI, are much more limited than those of California. So first question is whether you could have linked programs when the sectors are different. Probably, but I think it's a question that people are asking. And the second question is that the price, there's a significant delta between the prices on the East Coast and on the West Coast. But, that may change. But obviously for Quebec, it would make so much more sense for everything to be connected, right? Especially since the electricity market are connected on the East Coast, right? So that would obviously be, one way to really scale up the size of the market in North America. So I think it's the next step, right? Washington is first, and then RGGI is the next discussion. And I was going to add one totally separate thing, but it goes back to when we talk about this uphill battle, educating on this space. And I don't know if this helps, but I've found recently, our flagship fund hit its 5-year track record. And as someone who talks about it every day and knows how hard it is to talk about it every day, it feels like an uphill battle. Our 5-year, and we don't do anything special, we just track the market. We invest alongside fixed weights to the 5 major markets. Over 5 years, we've beat the S&P 500 and done it with low correlation. And so I say that to kind of wake us up to, as much as we've had volatility, as much as this feels like an emerging market, it's performed incredibly well. And we're way off the highs, whereas the S&P 500 couldn't push its highs anymore. So as people think purely as an investment to diversify away from US equities at some point, this is like a great allocation. The other point that we discussed last year at this event is to the extent that you have this inflation built in. So from an investor perspective, you think about what the world is going to look like in the future, probably higher inflation. And so you have this fairly amazing product, right? That if you just on a buy and hold strategy, that your floor is going up over time at the rate of inflation plus. And so, it's a very enticing kind of instrument without considering the environmental objectives. And then I know I'm preaching to the choir, but the next question is, how do you access the market? And the problem with this market is it's not easy to access it, which is why you need people like you too, right? Like if I want to I know how to open an account because that's what I do for a living, but it's not as easy because it's not established. So, you need, advisors that can provide that access. And so that's if you'd like to invest in carbon, you know where to find us. But this is not supposed to be a sales pitch, so I'll leave that. But yes, the Crane Shares is a fantastic, very liquid ETF. I think we're almost running out of time. Are there any questions from the audience, please? And Pierre-Olivier, come up if you'd like to answer any questions. Was there a hand, or we've covered this so well that nobody wants to ask any questions? Well, then we get 5 minutes extra for the coffee break. Oh, okay. Well, my question is, you don't mention New York. So you've mentioned Washington, and then you've mentioned RGGI. But New York is still considering a cap and invest, and so what are your thoughts about New York? Do you think it's just? When I said RGGI, I meant New York. And even adding to that, the other big thing that's happening, and since we've got a few minutes, a little bit of a story, right? In Europe banned lead in microchips, and that ban lead in microchips globally because every microchip manufacturer said, well, we're not going to have 2 production lines, one for Europe, so we'll just get rid of lead. And so Europe has this, and arguably the US has this power, and any big economy has this power, that if you want to make a change and you enforce it, you kind of impose that on the world. And what Europe is doing, which is of the 900 billion that trades in these markets, more than 600 billion of that is out of Europe. Europe is imposing what they're calling the carbon border adjustment. I think you mentioned it at the beginning. And so that means that anyone looking to send goods into Europe is going to have to pay something similar to the European carbon price, unless they have their own carbon price that they can deduct from it. So
New York is another market in the US, not tied to the CBAM necessarily, but as a direction of travel, two of the biggest importers to Europe, which is India and Turkey, are suddenly talking about carbon markets, because if their companies are going to pay a fee, keep that revenue in-house. And so we're seeing this kind of spread of global prices. And I don't believe that the prices all have to be the same. Some people feel like we need one global price. I think that if Europe is $100 and India is $20, and $20 is right for Indian companies, but the Indian companies exporting to Europe have to pay the CBAM. So if you're operating in Europe, you pay the European price. If you're operating domestically, you may have a lower local price. I think that's fine as long as it's working. But we're seeing that now, that these countries, it's almost like a very friendly green trade war that's kicking off, where everyone's going to impose these prices on each other. And what you get is this kind of catalyst for people to decarbonize not just energy, but steel production, glass production, you name the goods. There's a way to do that with a lower carbon footprint, and they're only going to do that if there's a cost and a price to try and avoid it. Yeah, I have to say, we did a piece on carbon adjustment last year when it was starting to come in effect in Europe, and I was shocked to find out that this was something that actually was in Trump's back pocket. He started talking about a carbon adjustment tax. So yeah, there is different fiscal levers that we can use, and maybe actually that's one that works in the direction of the talk we had this morning about carbon taxes, etc. The border tax certainly is maybe in the right direction, and does seem to have more appetite than a lot of than just a pure carbon tax on domestic citizens. Anything else? Any other questions? Yeah. Guess we need to get better with the microphone distribution. I apologize. Thank you, Pierre-Olivier. Merci. Hi, it's more of a comment or a reflection. My name is Karine Cazot, and I recently joined Planétaire. So we're in the voluntary carbon trading industry. And earlier we mentioned that one of the ways that we can increase social acceptability for eco-fiscality measures was to talk about what we're doing with them. What we're doing with the funding, and I feel like it's also something that we could get better at, explaining how and what we're doing with the carbon emissions and portfolios, and also projects that come out of compensation. Thank you very much. I think there's nobody in the room that would disagree with that we need to be better educated on carbon and pricing of environmental assets. Do you want to add something? Well, first, it's great to see someone from Planétaire. I think it's a very important point, right? So in California for the last 10 years, all of the auction revenues, which are billions of dollars, were being spent without very, very limited oversight and understanding. And when people looked under the hood, they discovered that most of it was going to the high-speed train, right? The high-speed rail project, which, was a shocking reality to a lot of stakeholders, right? So in this last go-around, there was a significant level of attention paid to where the auction revenues are gonna go, and it is now in legislation. So there's legislation now that provides a framework which is far more important than it was before. So that's an interesting development. Second, to go back to what you were saying about the proposal in Quebec to use the auction revenues to buy some offsets. I mean, to me, that's very surprising, right? Because in California, the entities that are buying offsets is not the government, it's the private sector, right? So it's almost like the Quebec government proposing something that cannibalizes its own revenues, right? Because they're saying, we're going to remove the ability to use offsets from the private sector, and instead of that, the government will buy the offsets for the private sector. It's a bit counterintuitive, I have to say. But okay. Tell me. Look at the California solution is that for every offset sold,
the government will reduce the cap so that basically they will not sell in the auctions an allowance. So basically they're not buying allowances, but they are just foregoing some revenue that they would have gotten if the offsets hadn't been sold. So it's equally equivalent. So what the Quebec government is more interventionist, but it's equivalent to what California is doing. Actually, okay, we had started a conversation on the phone a few weeks ago. What's going to happen in this rulemaking, I promise you, and I'm willing to put $10 on it, is that California is going to bring the cap up to make an adjustment for this feature. So it's going to be, so right now, when you think about it, the cap is set, let's say the percentage is 6%, the cap is set 6% lower than the target, assuming that the market is going to use 6% of offsets. In reality, the market, it's impossible for the market to utilize the 6% in its entirety because there are too many small players that are not able to buy offset. So the real percentage of offset that are being used maybe is 4%. So technically, the cap currently is set 2% lower than it should. With this new feature, what's going to happen is they will indeed retire the allowances, but they're going to bring the cap up by 6%. Then the offsets are going to be used at 4%. So the cap in reality will go up by 2%. It's going to be very interesting. But we don't know that for a fact. It's my prediction based on my discussion with the people. And that is the model that's being used in the state of Washington. Okay, and to go back to the Washington linkage, that is the best indication that we have that there's linkage coming down the pike, is that one structural difference between California and Washington was the treatment of offset. And now that AB 1207 makes those changes to the offset provisions of California, the two programs now are deemed to be consistent, okay, which paves the way for a potential link. Mm-hmm. Super. I think we've used up our time, so I want to once again thank you to our panelists and Pierre-Olivier for his introduction. I think we can say that the regulated carbon market is functioning, but we should always be aspirational in what we do, and we need higher prices to make sure that the incentives for energy efficiency remain in place for a very, very long time. So with that, I think following me in this room is a session on carbon capture. So if you're interested in that, stay in the room. Excuse me. If you're interested in water, please stay in this room. And if you'd like to go and hear about carbon capture, continue the discussion, I'm looking at Francois. Fourth floor is the discussion starting at 2:30 p.m. on carbon capture. And in between, we have a 15-minute coffee break. Good. Right here. So there you go.